il a sauvé une imposante femme apache de la rivière. Le lendemain, son père est venu avec une récompense inattendue. L'eau était plus profonde qu'elle n'en avait l'air. Le temps que Boone Carter réalise que quelque chose n'allait pas, le courant avait déjà emporté ce qui semblait être une silhouette massive luttant contre les rapides. La plupart des hommes auraient continué leur chemin. La plupart des hommes n'avaient pas vu ce qu'il avait vu dans ses mouvements désespérés, les coups délibérés et calculés de quelqu'un qui savait se battre, même contre la noyade. Elle mesurait près d'1,80 m quand il l'a finalement traînée sur la rive, l'eau s'écoulant de sa tenue en peau de daim qui semblait avoir été conçue pour quelqu'un d'une taille et d'une force inhabituelles. Ses yeux avaient une acuité qui le fit reculer instinctivement. Ce n'était pas n'importe quelle femme. Le perlage complexe de ses vêtements, la façon dont elle se tenait, même en crachant l'eau de la rivière, tout en elle suggérait l'importance. Mais elle ne parlait pas anglais, et quand elle le regarda, il y avait quelque chose dans son expression qui ressemblait moins à de la gratitude qu'à une évaluation. Elle disparut dans la nature avant l'aube, ne laissant que des empreintes humides et une unique plume d'aigle à côté de son sac de couchage. Boone supposa qu'il ne la reverrait jamais. Cette supposition dura exactement 18 heures. Quand le bruit de chevaux approchant atteignit son camp le soir suivant, Boone compta au moins une douzaine de cavaliers. Ils se déplaçaient avec la discipline de guerriers, mais il y avait quelque chose de cérémoniel dans leur formation. À leur tête chevauchait un homme dont la présence semblait commander l'air même qui l'entourait. Plus âgé, portant des cicatrices qui racontaient des histoires, vêtu d'une tenue d'apparat qui parlait de leadership. Les yeux de l'homme trouvèrent Boone immédiatement. Quand il parla, son anglais était parfait, mesuré et portait un poids qui rendait le silence environnant pesant. « Vous avez sorti ma fille de l'eau. » Ce n'était pas une question. D'une manière ou d'une autre, cet homme savait déjà tout. Mais la façon dont il dit « fille » serra la poitrine de Boone. Pas n'importe quelle fille. Et la façon dont les autres guerriers le regardaient suggérait que ce n'était pas n'importe quel chef. « Je suis venu discuter de votre récompense. » Le mot « récompense » flottait dans l'air comme la fumée d'un signal. Mais il y avait quelque chose dans le ton du chef qui suggérait que cette conversation portait sur bien plus que de la gratitude. Quelque chose qui allait changer tout ce que Boone pensait savoir sur sa vie solitaire à la frontière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son simple acte de courage avait mis en mouvement des événements qui allaient défier tout ce qu'il croyait sur l'honneur, le destin et ce que signifiait vraiment sauver la vie de quelqu'un. La rencontre. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur le terrain rocheux lorsque Boone Carter entendit pour la première fois le son qui allait changer sa vie à jamais. Ce n'était pas le grincement habituel du cuir ou le reniflement de son cheval qui brisait le silence de la nature. C'était autre chose, un clapotis rythmique qui n'avait pas sa place dans ces contrées. Il suivait la rivière depuis 3 jours, se tenant sur les hauteurs où la vue s'étendait sur des kilomètres à la ronde. L'eau en contrebas coulait vite et profond, gonflée par les récentes tempêtes de montagne qui avaient transformé de doux ruisseaux en torrents. La plupart des voyageurs évitaient cette route, préférant les chemins plus longs mais plus sûrs à travers les vallées. Le clapotis s'intensifia à mesure qu'il approchait du bord de la rivière. À travers la brume matinale, il put distinguer une silhouette dans l'eau, quelqu'un luttant contre le courant avec des brasses puissantes et délibérées. Mais quelque chose n'allait pas. La personne perdait du terrain, emportée en aval vers une série de rochers déchiquetés qui sortaient du lit de la rivière comme des dents cassées. Boone descendit de cheval rapidement, ses bottes trouvant prise sur la rive glissante. La silhouette dans l'eau était plus grande qu'il ne l'avait prévu, se déplaçant avec le désespoir contrôlé de quelqu'un qui savait nager mais était submergé par la puissance brute de la rivière. Le courant était implacable, tirant la forme en difficulté vers les rochers à chaque seconde qui passait. Sans hésitation, il plongea dans l'eau glacée. Le froid le frappa comme un coup, mais il avança, se frayant un chemin à travers les rapides tumultueux. La personne devant lui était une femme, réalisa-t-il, mais différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées au cours de ces années à la frontière. Elle était grande, puissamment bâtie, avec de longs cheveux noirs qui flottaient derrière elle comme une bannière dans le courant. Ses vêtements en peau de daim étaient richement décorés de perles qui captaient la lumière du matin, même sous l'eau. Le travail artisanal était extraordinaire, suggérant que ce n'était pas une voyageuse ordinaire. Mais il n'y avait pas de temps pour s'interroger sur son identité. Les rochers se rapprochaient, et sa force l'abandonnait manifestement. Boone l'atteignit juste au moment où sa tête passait sous l'eau pour la 3e fois. Son bras se referma autour de sa taille, et il fut surpris par son poids solide et les muscles qu'il sentit sous le cuir mouillé. Elle ne paniqua pas à son contact, ne le combattit pas comme le font de nombreuses personnes qui se noient. Au lieu de cela, elle sembla l'évaluer,
même en luttant pour respirer. Ses yeux sombres rencontrèrent les siens avec une intelligence à la fois féroce et calculatrice. Ensemble, ils luttèrent pour atteindre la rive, la femme apportant le peu de force qui lui restait à leur fuite des griffes de la rivière. Quand ils s'effondrèrent enfin sur la berge rocheuse, tous deux à bout de souffle, Boone se retrouva face à quelqu'un qui commandait le respect, même trempé et vulnérable. Elle l'étudia de ses yeux pénétrants, et pendant un instant, il eut l'impression que c'était lui qui était sauvé, plutôt que le sauveteur. Mais alors qu'elle se relevait dans toute sa hauteur impressionnante, essorant l'eau de ses longs cheveux, Boone réalisa que lui sauver la vie avait peut-être été la partie facile. Le plus difficile était de comprendre pourquoi quelqu'un comme elle se trouvait seul dans une eau aussi dangereuse. Un campement silencieux. Le silence de la femme était plus troublant que n'importe quel mot aurait pu l'être. Elle se tenait sur la rive, l'eau dégoulinant encore de sa robe en peau de daim, et regardait Boone avec une expression qui semblait peser et mesurer tout ce qui le concernait. Quand elle parla enfin, ce fut dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, bien que le ton ne suggérât ni gratitude ni hostilité. Quelque chose de plus complexe qu'il ne pouvait déchiffrer. Boone leva les mains en un geste pacifique, se désignant lui-même. « Boone », dit-il simplement. « Boone Carter. » Elle inclina légèrement la tête, considérant cette information. Puis elle posa une main sur sa poitrine et prononça un seul mot qui sonnait comme l'eau qui coule, « Ayanna ». La formalité de l'introduction semblait étrange, étant donné qu'il venait de la sortir d'une rivière en furie, mais Boone sentit qu'avec cette femme, chaque geste avait son importance. Elle se déplaçait avec la grâce contrôlée de quelqu'un habitué à commander, et malgré sa récente épreuve, il n'y avait rien de vaincu dans sa posture. Ayanna se dirigea vers l'endroit où son cheval attendait patiemment, étudiant l'animal avec le même examen intense qu'elle avait porté à Boone. Elle passa la main le long du flanc du cheval, et l'animal répondit à son contact avec une approbation évidente. Même son cheval, habituellement méfiant envers les étrangers, semblait reconnaître quelque chose d'autoritaire en sa présence. Quand elle se retourna vers Boone, elle fit un geste vers l'aval, puis secoua la tête avec une fermeté sans équivoque. Le message était clair, quelle que soit la raison qui l'avait amenée à ce tronçon dangereux de la rivière, elle n'avait aucune intention de continuer dans cette direction. Boone désigna son petit campement au loin, puis le ciel, indiquant le soir qui approchait. Ayanna suivit son regard et hocha la tête une fois, un seul mouvement décisif qui suggérait qu'elle prenait une décision calculée plutôt que de simplement accepter de l'aide. Dans son camp, elle se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un à l'aise dans la nature. Elle l'aida à ramasser du bois pour le feu sans qu'on le lui demande, ses mouvements précis et économiques. Mais elle jetait aussi des regards fréquents vers les collines au loin, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose ou quelqu'un apparaisse. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur leur abri temporaire, Boone lui offrit de la viande séchée de ses provisions. Elle l'accepta avec un signe de tête qui aurait pu être de la gratitude, bien que son expression restât sur la réserve. Ils mangèrent dans un silence de compagnie, le crépitement du feu étant le seul son entre eux. Mais quand l'obscurité totale tomba, Ayanna devint agitée. Elle se levait fréquemment, scrutant l'horizon avec la vigilance de quelqu'un qui savait lire le danger dans le paysage. Sa main se déplaçait parfois vers sa hanche, où Boone remarqua le contour d'un manche de couteau sous sa robe en peau de daim. Finalement, elle s'approcha de lui et parla de nouveau dans sa propre langue, cette fois avec une urgence indubitable. Elle se désigna, puis l'obscurité au-delà de leur feu, et secoua la tête avec emphase. Puis elle le désigna et fit un geste qui signifiait clairement « reste » ou « attends ». Avant que Boone ne puisse répondre, elle avait rassemblé ses affaires encore humides et s'était avancée dans les ombres au-delà de la lumière du feu. Il entendit ses mouvements pendant quelques instants, puis plus rien, si ce n'est les bruits normaux de la nature nocturne. Au matin, elle était partie. La seule preuve de sa présence était une série d'empreintes de pas s'éloignant du camp, et une unique plume d'aigle, placée délibérément à côté de son sac de couchage. Une plume qui semblait bien trop parfaite et placée avec trop de précision pour être une coïncidence. Alors que Boone examinait la plume à la lumière du matin, il ne pouvait se défaire du sentiment que sa rencontre avec Ayanna avait été bien plus qu'un simple sauvetage. Mais ce que cela pouvait être resté aussi mystérieux que la femme elle-même. La récompense. Boone passa la matinée à étudier les empreintes d'Ayanna, essayant de comprendre l'histoire qu'elle racontait. Les traces menaient vers le nord, dans un terrain rocheux qui mettrait au défi même un pisteur expérimenté. Mais elles étaient délibérées, déterminées. Ce n'était pas quelqu'un qui fuyait en panique, c'était quelqu'un qui savait exactement où elle allait. Il rangea la plume d'aigle dans sa sacoche de sel et poursuivit son propre voyage vers l'ouest,
mais se surprit à regarder constamment vers les collines du nord où sa piste avait disparu. La rencontre l'avait laissé avec plus de questions que de réponses, et les questions ont tendance à ronger un homme pendant les longues heures en selle. À midi, le soleil tapait sans pitié, et Boone décida de se reposer à l'ombre d'un groupe de peupliers près de la rivière. Il vérifiait les fers de son cheval quand il les entendit, le son indubitable de plusieurs chevaux approchant de l'est. Les cavaliers apparurent comme des formes sombres sur l'horizon lumineux, se déplaçant avec une précision militaire. En se rapprochant, Boone compta 12 silhouettes montées, toutes portant les vêtements pratiques des gens qui vivent toute leur vie en plein air. Mais il y avait quelque chose de cérémoniel dans leur formation, quelque chose qui suggérait que ce n'était pas une patrouille ou une partie de chasse ordinaire. L'homme qui les menait attirait l'attention, même de loin. Il montait son cheval avec le genre d'autorité naturelle qui ne peut être ni apprise ni feinte, et à mesure que le groupe s'approchait du lieu de repos de Boone, cette autorité devint encore plus apparente. Il était plus âgé que les autres cavaliers, peut-être 50 hivers, avec des fils d'argent dans des cheveux encore majoritairement noirs. Des cicatrices marquaient son visage et ses mains, non pas des blessures aléatoires, mais les marques délibérées de quelqu'un qui avait survécu à de nombreuses batailles. Ses vêtements étaient à la fois pratiques et cérémoniels, décorés de symboles qui parlaient de leadership et de respect gagné par les actes plutôt que par la naissance. Quand le groupe s'arrêta à 20 pieds de la position de Boone, le chef descendit de cheval avec une grâce fluide. Ses yeux sombres absorbèrent chaque détail du camp de Boone, de son cheval, de ses armes, et finalement de Boone lui-même. L'examen semblait approfondi et professionnel, comme être évalué par quelqu'un qui pouvait lire le caractère d'un homme dans la façon dont il entretenait son équipement. « Vous avez sorti ma fille de l'eau », dit l'homme dans un anglais non seulement fluide, mais qui portait la cadence de quelqu'un qui l'avait assez bien appris pour l'utiliser comme un outil de diplomatie. La déclaration frappa Boone comme un coup, non pas parce qu'elle était menaçante, mais parce qu'elle révélait à quel point cet homme en savait déjà. Il n'avait pas demandé si Boone avait vu une femme, ou s'il avait été près de la rivière. Il savait exactement ce qui s'était passé, probablement jusqu'au moindre détail. « Votre fille » parvint à dire Boone, bien que les mots semblassent inadéquats. L'homme s'approcha, et Boone put voir que ses yeux avaient la même intensité intelligente qu'il avait remarqué chez Ayana. « Elle s'appelle Ayana. Elle m'a parlé de l'homme qui a risqué sa vie pour une étrangère. » Une douzaine de questions se formèrent dans l'esprit de Boone, mais le chef continua avant qu'il ne puisse en exprimer une seule. « Je suis Nasta, dit-il, et la façon dont il prononça son propre nom suggérait qu'il avait du poids dans ces contrées. Chef de notre peuple. Et vous, Boone Carter, avez fait quelque chose qui exige une reconnaissance. » Le mot « reconnaissance » flottait dans l'air avec des implications que Boone ne pouvait pas encore comprendre. Mais quelque chose dans le ton de Nasta suggérait que cette conversation allait devenir bien plus significative qu'une simple expression de gratitude paternelle. Nasta fit signe à Boone de s'asseoir, transformant ce qui aurait pu être une confrontation intimidante en quelque chose de plus semblable à une réunion formelle. Les autres guerriers restèrent à cheval, mais détendirent légèrement leur posture, bien que Boone remarqua qu'ils maintenaient des positions qui leur permettraient de réagir rapidement si nécessaire. « Ma fille n'était pas dans cette rivière par accident », commença Nasta, s'installant en tailleur sur le sol avec l'aisance de quelqu'un qui avait mené d'importantes affaires dans des circonstances similaires d'innombrables fois. Elle y était par devoir, par honneur. Parce que parfois, le chemin le plus dangereux est le seul qui mène là où nous devons aller. Boone se retrouva à se pencher en avant malgré sa prudence. Chaque mot prononcé par Nasta semblait porteur de multiples significations, et il sentait que comprendre ces significations pourrait être crucial pour comprendre pourquoi 12 guerriers armés l'avaient retrouvé. Il y a 3 jours, nos éclaireurs ont rapporté la présence d'étrangers traversant notre territoire, poursuivit Nasta. Des hommes qui ne montraient aucun respect pour la terre, qui prenaient ce qui leur plaisait et laissaient la destruction dans leur sillage. Ma fille s'est portée volontaire pour traverser la rivière et découvrir leurs véritables intentions. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Boone. Ayana ne traversait pas la rivière pour le plaisir ou par commodité. Elle était en mission de reconnaissance qui avait failli lui coûter la vie. Le courant était plus fort que prévu, dit Nasta, et pour la première fois, Boone entendit quelque chose qui aurait pu être de la vulnérabilité dans sa voix. Elle est forte, habile, mais la rivière n'a de pitié pour personne. Boone hocha la tête, se souvenant comment même la force évidente d'Ayana n'avait pas été de taille face à l'eau tumultueuse. Elle s'est bien battue, mais encore quelques minutes. Oui, dit simplement Nasta. Encore quelques minutes, et mon peuple aurait perdu non seulement une fille, mais notre futur chef.
Le poids de cette révélation s'abattit sur Boone comme une lourde couverture. Il n'avait pas seulement sorti une femme de la rivière, il avait sauvé la future chef de ce qui était de toute évidence une tribu importante. Cela crée ce que mon peuple appelle une dette d'équilibre, expliqua Nasta. Quand quelqu'un sauve la vie d'un chef, surtout quand cette personne risque sa propre vie dans le processus, la dette ne peut être remboursée par une simple gratitude. Un des guerriers à cheval dit quelque chose dans leur langue, et Nasta hocha la tête avant de se retourner vers Boone. Mes hommes me rappellent que vous auriez pu continuer votre voyage. Beaucoup l'auraient fait. La rivière était dangereuse, l'issue incertaine. Mais vous avez choisi le risque plutôt que la sécurité, le devoir envers une étrangère plutôt que le devoir envers vous-même. Boone se sentit mal à l'aise. N'importe quelle personne décente aurait fait la même chose. Non, dit fermement Nasta. Beaucoup de gens parlent de ce qu'ils feraient. Peu le font réellement quand le moment vient. Et encore moins le font pour quelqu'un qui n'est manifestement pas de leur propre peuple. Le chef se leva et se dirigea vers son cheval, récupérant quelque chose de ses sacoches de sel. Quand il revint, il tenait un paquet enveloppé dans du cuir souple. « C'est pour cela que je suis venu, » dit-il, sa voix prenant un ton formel qui fit même se redresser ses guerriers sur leur selle. « Pour discuter de votre récompense. » Le pouls de Boone s'accéléra. La façon dont Nasta prononçait le mot « récompense » suggérait que ce ne serait pas un simple cadeau de provision ou un laissez-passer sur leur territoire. « Mais d'abord, » continua Nasta, « vous devez comprendre que ce que je m'apprête à offrir changera votre vie complètement. Une fois offerte, elle ne peut être reprise. Une fois acceptée, elle ne peut être annulée. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit des chevaux qui s'agitaient et le murmure lointain de la rivière où tout avait commencé. Nasta déballa soigneusement le paquet de cuir, révélant un médaillon finement ouvragé qui capta la lumière du soleil de l'après-midi. Le travail du métal ne ressemblait à rien de ce que Boone avait vu, pas les ornements en argent brut courant dans les postes de traite de la frontière, mais quelque chose qui parlait d'un artisanat ancien et d'une profonde signification culturelle. « Ce médaillon est dans ma famille depuis 7 générations, » expliqua Nasta, le tenant pour que Boone puisse voir les gravures détaillées qui couvraient sa surface. « Il n'est donné qu'à ceux qui se sont montrés dignes de notre plus profonde confiance et de notre plus grand respect. » Boone étudia le médaillon, reconnaissant que, bien que magnifique, il n'était clairement pas la récompense complète que Nasta avait mentionnée. Le ton formel du chef et les expressions sérieuses de ses guerriers suggéraient que quelque chose de bien plus significatif allait suivre. « Mais le médaillon n'est qu'un symbole, » continua Nasta, le réemballant soigneusement. « La véritable récompense est ce qu'il représente, l'acceptation dans notre tribu en tant que membre à part entière, avec tous les droits et responsabilités que cela implique. » Les mots frappèrent Boone avec une force inattendue. Au cours de toutes ces années à la frontière, se déplaçant d'un endroit à l'autre sans attache permanente, il n'avait jamais envisagé la possibilité d'appartenir vraiment à un endroit. L'idée était à la fois séduisante et terrifiante. « Vous auriez une terre à vous, » expliqua Nasta, « la protection de la tribu, une voix dans nos conseillers. » Il fit une pause, jetant un coup d'œil à ses guerriers avant de continuer, « Si vous vous montrez digne avec le temps, la possibilité d'un mariage avec quelqu'un d'un rang approprié. » L'esprit de Boone se tourna immédiatement vers Ayana, se souvenant de ses yeux intelligents et de sa présence imposante. L'implication dans les mots de Nasta semblait claire, bien que rien n'ait été dit directement. « Mais, » continua Nasta, son ton devenant plus sérieux, « accepter cette offre signifie laisser votre ancienne vie complètement derrière vous. Vous vivriez comme nous vivons, suivriez nos coutumes, accepteriez nos lois. Il n'y aurait pas de retour possible à l'existence solitaire que vous avez connue. » Un des guerriers parla brièvement dans leur langue, et Nasta hocha la tête. « Mes hommes me rappellent que nous ne faisons pas cette offre à la légère. En 20 ans de leadership, je ne l'ai étendue que 2 fois auparavant. Les 2 fois à des hommes qui avaient sauvé la vie de membres de la tribu dans des circonstances qui ont prouvé leur caractère au-delà de tout doute. » Boone se retrouva à fixer le médaillon emballé, essayant de comprendre ce qui lui était offert. Un foyer, une famille, un peuple auquel appartenir. Tout ce qui manquait à son existence sans racine. « Vous n'avez pas à répondre immédiatement, » dit Nasta, bien que son ton suggéra que ce n'était pas une offre qui pouvait rester ouverte indéfiniment. « Mais vous devriez savoir que nos éclaireurs signalent que d'autres de ces étrangers entrent sur notre territoire. Ce que ma fille enquêtait quand elle a failli se noyer. Leurs intentions envers notre peuple ne sont pas claires, mais leurs actions suggèrent qu'ils pourraient constituer une menace. » L'implication était évidente, rejoindre la tribu signifierait accepter non seulement les avantages de l'adhésion, mais aussi les dangers qui l'accompagnaient. « Si vous acceptez notre offre, » continua Nasta,
on attendra de vous que vous vous teniez à nos côtés contre toute menace envers notre peuple. Votre vie deviendrait liée à la nôtre de manière bien plus profonde qu'une simple amitié ou alliance. Boone leva les yeux pour rencontrer le regard fixe de Nasta, réalisant que sa réponse à cette question déterminerait non seulement son propre avenir, mais peut-être aussi celui de toutes les personnes présentes. La décision. Le poids de la décision pesait lourdement sur les épaules de Boone alors qu'il considérait l'offre de Nasta. Toute sa vie avait été définie par le mouvement, par la liberté de choisir sa propre direction sans tenir compte des besoins ou des attentes des autres. L'idée d'un engagement permanent lui semblait à la fois étrangère et étrangement séduisante. « Puis-je demander, dit prudemment Boone, ce qui est arrivé aux deux hommes qui ont accepté cette offre avant moi ?» L'expression de Nasta devint solennelle. Le premier s'est montré digne à tous égards. Il est devenu l'un de nos guerriers les plus respectés et a vécu parmi nous pendant 30 ans, jusqu'à ce que l'âge l'emporte. Ses enfants perpétuent encore son héritage au sein de la tribu. Il fit une pause avant de continuer. Le second a découvert que la vie de responsabilité partagée n'était pas ce à quoi il s'attendait. Après 2 ans, il a choisi de partir. Nous nous sommes séparés en amis, mais il ne pouvait jamais revenir. L'honnêteté de la réponse frappa Boone comme étant significative. Nasta n'essayait pas de cacher les défis ou de peindre une image irréaliste de ce que signifierait l'appartenance à la tribu. Les étrangers que vous avez mentionnés, dit Boone, à quel point la menace qu'ils représentent est-elle sérieuse? Un des guerriers se pencha en avant sur sa selle et parla rapidement à Nasta, qui écouta attentivement avant de traduire. L'Ougri dit qu'ils ont pris des chevaux sans permission, chassé dans des zones sacrées pour notre peuple et montré un manque de respect pour la terre elle-même. Hier, ils ont brûlé une section de forêt simplement pour se frayer un chemin. La destruction des involtes décrites dérangea Boone plus que ne l'aurait fait une hostilité pure et simple. Des hommes qui montraient un tel mépris pour la terre et ses habitants étaient imprévisibles et potentiellement dangereux pour tout le monde dans la région. « Combien sont-ils » demanda Boone. « Nos éclaireurs en comptent 15, peut-être 20, répondit Nasta. Bien armés, mais mal organisés. Ils se déplacent comme des hommes habitués à prendre ce qu'ils veulent sans conséquence. » Boone se mit à penser à Ayana, se souvenant de sa vigilance autour du feu de camp et de la façon dont elle avait scruté l'horizon comme si elle s'attendait à des ennuis. Si elle enquêtait sur ces hommes lorsque la rivière a failli l'emporter, leur menace pour la tribu était clairement prise au sérieux. « Si j'acceptais votre offre, dit lentement Boone, attendrait-on de moi que j'aide à m'occuper de ces étrangers? On attendrait de vous que vous vous teniez aux côtés de votre peuple, répondit Nasta. Comme nous nous tiendrions au vôtre. C'est ce que signifie appartenir à un endroit. La simplicité de la déclaration portait un poids profond. Boone avait passé des années à éviter exactement ce genre d'engagement, préférant l'indépendance nette de ne répondre qu'à lui-même. Mais il commençait à réaliser que l'indépendance et l'isolement n'étaient pas la même chose, et que l'un pouvait devenir une prison aussi confinée que n'importe quel geôle. « J'aurais besoin d'en savoir plus sur vos coutumes, dit Boone. Vos lois, vos traditions. Je ne voudrais pas déshonorer votre peuple par ignorance. » Quelque chose qui aurait pu être de l'approbation vacilla dans les yeux de Nasta. « Ayana s'est portée volontaire pour vous servir de guide, si vous acceptez. Elle connaît nos coutumes mieux que quiconque, et elle a déjà déclaré que votre caractère a été prouvé par vos actions. » La mention d'Ayana envoya une chaleur inattendue dans la poitrine de Boone. La pensée d'apprendre d'elle, de voir cette intensité intelligente appliquée à l'enseignement plutôt qu'à l'évaluation, était plus attrayante qu'il ne voulait l'admettre. « Combien de temps ai-je pour décider » demanda Boone. « Le soleil se couchera dans 4 heures, répondit Nasta. Avant qu'il ne se lève à nouveau, vous devrez me donner votre réponse. L'échéance était plus proche que ce à quoi Boone s'attendait, mais c'était peut-être approprié. Certaines décisions se prenaient mieux rapidement, avant que le doute ne puisse obscurcir le jugement ou que la peur ne puisse vaincre le courage. Alors que l'après-midi avançait, Nasta et ses guerriers établirent leur camp à proximité, donnant à Boone de l'espace pour réfléchir à sa décision tout en indiquant clairement qu'ils attendraient sa réponse. La proximité semblait respectueuse plutôt que menaçante, mais elle garantissait également qu'il n'y aurait aucun moyen d'éviter le choix qui s'offrait à lui. Boone se retrouva à marcher jusqu'à la rive de la rivière, là où il avait pour la première fois sorti Ayana des eaux tumultueuses. Le courant coulait toujours vite et profond, indifférent aux drames humains qui se jouaient le long de ses rives. Debout là, il essaya d'imaginer à quoi ressemblerait sa vie s'il acceptait l'offre de Nasta. L'existence solitaire qu'il avait connue pendant des années lui parut soudain moins comme la liberté et plus comme le vide. Il pensa aux innombrables nuits où il avait campé seul,
avec seulement son cheval pour compagnie et personne pour se soucier de sa survie. L'indépendance qu'il avait emprisée commençait à ressembler à une forme d'exil. Mais accepter l'offre de Nasta signifierait plus que simplement gagner de la compagnie. Cela signifierait la responsabilité du bien-être des autres, la participation à des décisions qui affectaient une communauté entière, et la possibilité d'un conflit avec les étrangers qui menaçaient le territoire de la tribu. Comme invoqué par ses pensées, le bruit de pas approchant le fit se retourner. Ayana émergea des arbres, se déplaçant avec la même grâce silencieuse dont il se souvenait de leurs brefs moments ensemble. Elle avait troqué sa tenue en peau de daim endommagée par l'eau pour des vêtements à la fois pratiques et cérémoniels, décorés de perles qui semblaient raconter des histoires et de motifs qu'il ne pouvait pas lire. « Mon père dit que vous considérez son offre », dit-elle dans un anglais accentué mais clair. « C'est le cas », répondit Boone, bien que je ne sois pas sûr d'être la bonne personne pour ce qu'il a en tête. Ayana s'approcha, l'étudiant de ses yeux pénétrants. « Quand vous m'avez sorti de la rivière, avez-vous pensé si vous étiez la bonne personne pour cette tâche ?» La question le prit au dépourvu. « Non. J'ai juste agi. » « Exactement, » dit-elle. « Vous avez vu quelqu'un en danger et vous avez réagi sans calculer le risque pour vous-même ni vous demander si vous étiez qualifié pour aider. C'est pourquoi mon père croit que vous vous intégreriez bien parmi notre peuple. » Elle fit un geste vers la rivière. « Nos coutumes enseignent que lorsque quelqu'un sauve une vie, il devient d'une certaine manière responsable de cette vie. Mais elles enseignent aussi que la personne sauvée devient responsable de la vie de son sauveteur. » Le pouls de Boone s'accéléra aux implications de ces paroles. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie, dit Ayana en se rapprochant jusqu'à ce qu'il puisse sentir la sauge et l'herbe douce dans ses cheveux, que si vous rejoignez notre tribu, vous ne seriez pas seul pour apprendre nos coutumes. Je serai lié par l'honneur de vous aider à réussir. La chaleur dans sa voix suggérait que ce lien ne serait un fardeau pour aucun d'eux. Les étrangers que mon père a mentionnés, dit Boone, sont-ils vraiment si dangereux? L'expression d'Ayana devint sérieuse. Assez dangereux pour que nos éclaireurs signalent qu'ils se rapprochent de notre village principal. Assez dangereux pour que nos guerriers se préparent à la possibilité d'un conflit. Si vous nous rejoignez, vous nous rejoindriez à un moment où vos compétences pourraient être rapidement mises à l'épreuve. Elle fit une pause, puis ajouta doucement, mais aussi à un moment où un guerrier supplémentaire, surtout un dont le courage a déjà été prouvé, serait des plus précieux pour notre peuple. Le soleil commençait à descendre vers l'horizon, et Boone savait que son temps pour décider s'écoulait. Alors que le soleil touchait l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisie, Boone retourna à l'endroit où Nasta attendait près du feu. Le chef leva les yeux à son approche, son visage buriné ne révélant rien de ses pensées ou de ses attentes. « J'ai une réponse, » dit Boone en s'asseyant en face de Nasta. Les guerriers rassemblés autour du feu se turent, et même Ayana, qui l'avait suivi depuis la rive, semblait retenir son souffle. « J'accepte votre offre, » continua Boone, sentant le poids des mots en les prononçant. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai jamais appartenu à aucun endroit auparavant. Je ne serai peut-être pas bon à ça au début. Un sourire se dessina sur le visage de Nasta, la première expression vraiment chaleureuse que Boone avait vue de lui. Les meilleurs membres d'une tribu sont souvent ceux qui choisissent d'appartenir, plutôt que ceux qui y sont nés. Le chef attrapa le paquet de cuir et déballa soigneusement le médaillon une fois de plus. Ceci vous attendait depuis le moment où vous êtes entré dans cette rivière, dit-il en se levant et en s'avançant. Alors que Nasta plaçait le médaillon autour du cou de Boone, le métal semblait chaud contre sa poitrine, comme s'il avait absorbé la chaleur du feu. Son poids était substantiel, mais pas inconfortable, un rappel tangible de l'engagement qu'il venait de prendre. « Bienvenue parmi notre peuple, Boone Carter », dit formellement Nasta. « À partir de ce jour, votre bien-être est notre bien-être, vos luttes sont nos luttes, vos victoires sont nos victoires. » Les guerriers autour du feu exprimèrent leur approbation dans leur propre langue, et Boone fut surpris de voir à quel point leur acceptation comptait pour lui. Mais ce fut le sourire d'Ayana qui le réchauffa vraiment, brillant et sincère à la lumière du feu. Maintenant, continua Nasta, son ton devenant plus pragmatique, nous avons des affaires urgentes à régler. Les étrangers que j'ai mentionnés se sont rapprochés de notre territoire. Demain, nous devons nous occuper d'eux avant qu'ils ne constituent une plus grande menace pour notre peuple. Boone hocha la tête, comprenant que son premier test en tant que membre de la tribu viendrait plus tôt que prévu. « De quoi avez-vous besoin que je fasse ?»« Votre connaissance de la façon de penser de tels hommes sera précieuse, » répondit Nasta. « Beaucoup de nos guerriers ont combattu d'autres tribus, mais peu ont eu affaire au genre d'hommes qui détruisent par plaisir plutôt que par nécessité. Au cours de l'heure suivante,
Alors que les plans étaient élaborés et les stratégies discutées, Boone se retrouva à apporter des idées et à poser des questions qui furent reçues avec respect et considération. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il faisait partie de quelque chose de plus grand que lui-même. Alors que le feu s'éteignait et que le groupe se préparait à se reposer, Ayana s'approcha de lui une dernière fois. L'offre de mon père incluait la possibilité d'un mariage, dit-elle doucement, sa franchise à la fois surprenante et rafraîchissante. Mais c'est un choix qu'il nous appartiendrait de faire, avec le temps, si nous découvrons que nous nous convenons. Boone soutint son regard. J'aimerais avoir cette chance de le découvrir. Elle hocha la tête une fois, satisfaite. Alors nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Le lendemain matin, alors qu'ils chevauchaient ensemble vers le village tribal où Boone commencerait sa nouvelle vie, il réalisa que la récompense inattendue que Nasta avait offerte était bien plus précieuse que l'or ou la terre. C'était la chance d'appartenir à un endroit, de faire partie de quelque chose de significatif, et peut-être de trouver le genre de compagnie qui rend toutes les luttes de la vie dignes d'être vécues. Le sauvetage dans la rivière n'avait duré que quelques minutes, mais ses conséquences façonneraient le reste de ses jours.